Ouais, c'est bon, normalement, c'est bon. Super, merci. Ouais. Donc, la stéréochimie, c'est l'étude des molécules en chimie organique d'un point de vue spatial. Stéréo, ça veut dire spatial. Okay. Donc là, dans ce chapitre-là, on va regarder déjà le plan. Donc, dans le plan, vous allez voir que pour ceux qui font terminal S, il y a plus de la moitié, vous l'avez déjà fait. Donc ça, c'est rassurant. On pourra aller plus ou moins vite suivant les parties, parce que ce ne sont que des rappels terminales. Et par contre, je vais essayer vraiment d'insister sur les nouveautés. Okay. Donc, en grand 1, on va commencer par les représentations planes des molécules. Donc, plane, c'est tout ce qui est formule développée, semi-développée ou topologique. Donc ça, normalement, vous connaissez. Grand 2, on va un peu plus dans le détail. On va représenter les molécules de manière spatiale. Donc, de manière spatiale, alors lui, il appelle ça en petit 1 le procédé coin volant. Bon, nous, c'est ce qu'on appelle également La crâne. présentation. Voilà, ça vous dit quelque chose. Donc, procédé coin volant ou représentation de crâne. Donc, pour nous, c'est plutôt crâne. La projection de Newman. Alors ça, je sais que certains profs dans les lycées, ils l'étudient. D'autres ne le font pas parce que c'est un peu limite hors programme. Donc ça, on va le retravailler. Et la projection de Fischer, ça, par contre, c'est une nouveauté dans la représentation spatiale. Ensuite, on va enchaîner sur la notion d'isomérie. Alors, la notion d'isomérie, depuis la seconde, on a commencé à vous l'introduire. D'abord, l'isomérie plane. Donc, l'isomérie plane, comme son nom l'indique, c'est pour les représentations donc, planes des molécules, c'est pour les différencier. Vous aurez les isomères de constitution, les isomères de position. Donc, on va essayer de vous faire participer un petit peu. Qui est capable de m'expliquer ce que ce sont des molécules isomères? Des isomères, programme de seconde, refait en première, refait en terminale. C'est pas même formule brute et des formules développées différentes. Exactement. Donc, isomérie plane, ce sont des molécules qui ont exactement la même formule brute, donc le même nombre de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, mais des formules développées qui vont être différentes. Alors, ces formules développées qui sont différentes, il y a deux possibilités. Soit ce sont des isomères de constitution, on verra à quoi ça correspond, soit isomères de position. Ensuite, on va affiner la notion d'isomérie avec cette fois l'isomérie spatiale. Alors ça, c'est du programme de terminal S, c'est ce qu'on appelle la stéréoisomérie. Dans cette stéréoisomérie, on va distinguer deux types de stéréoisomères, ceux qui sont de configuration et ceux qui sont de conformation. Là, on est encore dans le programme de terminal. Hop, on continue dans le plan. La notion de chiralité, donc on le définira, ça aussi c'est du programme de terminal. L'activité optique, là ça y est, on commence à arriver vers le programme de PACES. Le carbone asymétrique, donc ça vous l'avez vu cette année, sauf que vous l'avez vu juste sur une définition. Allez, quelqu'un me le définit, le carbone asymétrique? C'est un carbone qui a 4 liaisons différentes, enfin avec des groupes d'atomes différents. Qui est composé de 4 groupements différents. Voilà, c'est un atome de carbone qui est relié à 4 groupements différents. Alors, si tu me dis 4 liaisons différentes, ça ne plaît pas. Ce n'est pas des liaisons qui sont différentes. Ils sont liés à des groupements différents ou à des substituants différents. OK? D'accord. Donc ça, c'est la notion de carbone asymétrique. Voilà. Et là, on va aller quand même beaucoup plus loin. Parce que sur les carbones asymétriques, suivant justement la place de ces 4 groupements, on verra qu'il y aura 2 configurations possibles. C'est là la nouveauté et c'est ce qui tombe chaque année. On parle de carbone de configuration R ou de configuration S. Et ça va rejoindre un petit peu ce que vous avez vu avec les alcènes, ceux qui sont de configuration Z et ceux qui sont de configuration E, pour petit rappel. Et après, le petit 4, là, c'est que des nouveautés. On va essayer d'y arriver assez rapidement. Allez, c'est parti. Donc, en grand 1, tout ce qui est représentation plane des molécules, donc formule brute, ça, vous savez, ça donne juste une indication sur le nombre d'atomes qui constituent cette molécule. Donc, quand vous avez C2H6O, ça donne juste comme indication qu'il y a 2 carbones, 6 hydrogènes et 1 oxygène. Maintenant, comment ils sont les uns par rapport aux autres, ce n'est pas la formule brute qui va nous l'indiquer. Bon, C2H4, Cl2, pareil. Vous avez ensuite, pour les formules planes, la formule développée, formule semi-développée et formule topologique. La développée, elle fait apparaître justement toutes les liaisons. On développe toutes les liaisons. Donc là, vous avez 2 exemples qui correspondent à ces formules brutes. Et là, comme je vous l'ai dit, on va travailler un peu la nomenclature pour voir si c'est bon ça. Comment s'appelle cette molécule?
Celle-là. C'est la base de la base. OH. C'est pas Lewis ou Lewis? Non, non, comment s'appelle la molécule, d'après la nomenclature? Éthanol. Exactement. Ça, c'est l'éthanol. Alors, pourquoi éthanol? OH, c'est pour la fonction alcool. Alors ça, bon, on peut insister, mais sachant qu'il n'y a plus le bac, ça s'appelle également un groupe hydroxyle. Ne confondez pas le groupe hydroxyle et la fonction, c'est alcool. On a 2 carbones, donc c'est éthane, et comme c'est un alcool, éthanol. La molécule d'à côté? Quelqu'un peut me donner son nom? Dichloroéthane. Presque. Donc tu me dis dichloroéthane, il manque juste l'indication sur les 2 chlores, ils sont sur le 1. Premier carbone. Voilà, il faut expliquer sur quel carbone ils sont. Donc ils sont sur le 1 et sur le 2, donc c'est le 1,2 dichloroéthane. Pourquoi il faut le préciser? Parce qu'on aurait pu avoir aussi comme autre molécule le 1,1 dichloroéthane. Où là les 2 chlores auraient été sur le même carbone. OK? Donc ça, c'est des exemples de formules développées. Formule semi-développée, la seule différence, c'est que les liaisons carbone-hydrogène ne sont pas développées. Donc, elles sont reliées directement au carbone, comme ici. Donc là, on retrouve l'éthanol, mais en formule semi-développée. Et là, on retrouve le 1,2 dichloroéthane, mais en formule ici semi-développée. Ensuite, vous avez la formule topologique qui arrive ici. Donc, dans la formule topologique, dans cette représentation, les carbones, comme vous le voyez, donc, ne sont plus indiqués. Et les hydrogènes qui sont sur les carbones ne sont pas représentés non plus. Les liaisons entre 2 carbones, c'est que des traits simples, donc c'est un tiret. Et quand on a 2 liaisons qui s'enchaînent, on fait en zigzag, comme ça. Tac, tac, tac. Donc ça, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4 carbones. Il faut imaginer qu'il y a les hydrogènes qui sont reliés dessus. Ça, c'est le butane. C'est-à-dire CH3, CH2, CH2, CH3. Mais là, c'est le butane en topologique. Ici, vous avez l'éthanol en topologique et ici, le 1,2 dichloroéthane en topologique. Ça passe? Normalement, c'est que des rappels, tout ça. Oui, c'est bon. OK. Donc, on enchaîne sur maintenant la représentation. Il y a des questions ou pas? J'entends des gens qui parlent. Non, c'est bon? Donc, là, on passe à la représentation spatiale des molécules, donc dans l'espace. On a dit, on a le procédé que lui appelle le procédé coinvolant. Je vous ai dit, nous, on appelle ça aussi la représentation donc, de crâne. C'est la même chose. La convention, c'est quand il y a un trait tout fin comme ça, c'est que la liaison, elle est sur le plan de la feuille. Le triangle comme ça, plein, c'est que la liaison, elle va vers l'avant. Et le triangle assuré, c'est la liaison qui va vers l'arrière. Donc ça, on connaît. Vous avez des exemples de molécules à la suite. Alors, ça, je ne crois pas que vous l'ayez fait. Hein. Ce qu'on appelle l'hybridation sp3, sp2. Ça ne vous dit rien? Non, donc vous ne l'avez pas encore vu. Donc, ce n'est pas grave. Donc ça, vous le verrez peut-être plus tard. Ce qu'on appelle donc une géométrie tétraédrique, donc avec ce carbone tétraédrique, donc ça forme un tétraèdre. L'angle entre chacune des liaisons ici, il vaut 109 degrés. Donc ça, c'est un angle qu'il faut absolument connaître pour le tétraèdre. Il retombe tout le temps dans beaucoup de chapitres. Donc cet angle ici, c'est 109 degrés. Le tétraèdre, il est important, lui. Surtout en chimie organique, parce que la plupart des carbones en chimie organique qui font 4 liaisons, ben, ce sont des carbones tétraédriques. Donc cette géométrie tétraédrique, elle est très importante. Après, le terme hybridation sp3, on verra plus tard. L'hybridation sp2, donc ça aussi, on verra plus tard. Donc ça concerne les carbones qui font des doubles liaisons, comme celui-là. Donc cette fois, ce carbone qui fait une double liaison et 2 liaisons simples, celle-ci qui va vers l'avant et celle-là qui va vers l'arrière. La double liaison, elle est sur le plan. On est sur une géométrie plane, triangulaire, où l'angle il vaut
120 degrés. Donc, les alcènes, ce sont des molécules qui sont assez importantes. Il y a beaucoup de réactions chimiques avec les alcènes. Et ce type de molécules qui font des doubles liaisons CO, est-ce que vous connaissez le nom de ce groupement? On parle du groupement carbonyl. Ça vous dit quelque chose, ça, le groupement carbonyl? Ok. Et est-ce que vous savez comment on appelle les fonctions qui correspondent à ce groupement carbonyl? Les aldéhydes. Oui, on a les aldéhydes et on a aussi Cétone. les cétones. Ouais. Donc ça, c'est pour les groupements carbonyles. Donc là, encore une fois, liaison vers l'avant, vers l'arrière et elle sur le plan ici. Donc celui-là, normalement, c'était celui qui était censé être connu, donc pour crâne ou ce qu'il appelle le coin volant. Peut-être certains l'ont vu, ça, ce qu'on appelle la projection de Newman. Alors, la projection de Newman, on vous dit donc ça marche très bien pour les petites molécules, donc jusqu'à 4 ou 6 carbones maximum, après ça devient compliqué. On fait une projection. Donc, si on fait une projection, il faut qu'on indique comment on projette et de où vers où on projette. Donc, soit on l'écrit, je projette du carbone 1 vers le carbone 2, soit, comme ici, on met un petit œil. Voilà, un petit œil ici. Et suivant la position de l'œil, avec la flèche là, on voit qu'on projette de ce carbone-là vers ce carbone-là. Okay. Donc, c'est-à-dire que le carbone que je vais voir, c'est lui, celui que je fais en bleu. Donc, dans ma projection, qu'on a donc ici à droite, on le retrouve ici, le carbone, en bleu. OK. Alors, on va mettre plein de couleurs. Chacune des liaisons qui part de ce carbone. Donc, je repasse dessus en rouge, en vert ici. Et qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre du violet. Voilà. C'est celle-là qui est en violet. Quand je regarde ma molécule ici, la liaison qui est en rouge, dans ma projection ici, je la retrouve où? À droite, à gauche ou en bas? Celle qui est rouge. En bas. Ouais, ça sera compliqué. Elle est en bas. La projection qui correspond à celle que j'ai fait en violet, quand je regarde dans droite. ce sens-là, elle est à gauche ou à droite? À gauche. Ouais. À gauche. Et donc, celle qui est en vert, À droite. OK? Donc, ça, c'est pour le carbone de devant, celui que j'ai fait en bleu. Le carbone qui est derrière, ici, est-ce que je le vois? Non. Non. Partiellement. Caché par le carbone bleu. Donc, comme il est caché, je ne le vois pas. Donc, dans la projection, je ne le dessine pas, il est derrière le bleu. OK? Par contre, les liaisons qui vont partir de ce carbone derrière, celles-là, je les vois. Je les vois, et par convention, donc c'est une écriture, on va dessiner les liaisons à partir de ce cercle. Ouais, bon, il est un peu décalé. Voilà. Vous voyez le cercle là? Oui. Eh bien, les liaisons, elles partent de ce cercle-là. Donc, celle que je fais en rouge ici, et d'ailleurs, pourquoi je la fais en rouge de la même couleur que celle-là? Parce qu'elle va être en haut. Parce qu'elle est sur le même plan. On a dit les liaisons qui sont en très fin, en très simple, c'est des liaisons qui sont sur le plan de la feuille, ou le plan du tableau, de l'ordinateur, ce que vous voulez. Donc, les deux en rouge, elles sont sur le même plan. Celle-là, la rouge, elle était vers le bas, et celle-là, vous avez compris, elle sera ici, en haut. OK? Je vais garder les mêmes couleurs. Celle qui était en vert ici, c'est celle qui était vers l'arrière. Donc, celle-là qui est vers l'arrière, pareil, je garde la même couleur. Dans ma projection, les deux qui sont en vert sont du même côté, c'est-à-dire à droite. Et enfin, en violet, ici vers l'avant, elle est vers l'avant comme celle-là en violet, donc elle sera elle aussi à gauche ici en violet. La différence qu'il y a, c'est que par rapport à ce carbone-là, les liaisons démarrent à partir du cercle, alors que le carbone de devant, les liaisons démarrent du carbone. C'est bon pour la projection de Newman? C'est compris? Oui. OK.
Alors, on enchaîne sur un nouveau type de projection. Donc, celui-là, personne ne l'a vu encore. C'est ce qu'on appelle la projection de Fischer. Alors, celui-là, il est complètement hors programme par rapport donc, à la terminale. Mais par contre, quand vous serez donc en PASS, en médecine, en PACES, en ce que vous voulez, celui-là, il va être important parce que la projection de Fischer, c'est une projection spécifique pour les oses et pour les acides aminés. Les oses, vous savez ce que c'est? C'est les sucres. Le glucose, le fructose, le galactose, etc. C'est tout ce qui est sucre. Et les acides aminés? Les acides aminés, c'est des molécules qui sont formées de deux fonctions. Ils sont formés d'un acide carboxylique plus d'une amine. C'est pour ça qu'on appelle ça des acides aminés. Acide carboxylique plus amine. Alors, les acides aminés, quand vous ferez ce chapitre-là l'année prochaine, dans quelques mois, voilà. Il faut apprendre une liste. Il y en a une vingtaine comme ça à apprendre par cœur. Il faut apprendre le nom, le symbole, il faut savoir le dessiner, il faut savoir quels sont les groupements. Enfin, voilà, c'est un peu galère. Il faut les apprendre par cœur. Donc, si vous arrivez à le faire dès maintenant, bah, tant mieux. Au moins, c'est ça de fait. Donc, voilà, ce type de projection, c'est surtout utilisé donc, en biochimie. On a dit donc, les sucres et les acides aminés. Et comme dans le cas précédent, il y a des conventions à respecter. Donc, quand c'est devant, derrière, etc., c'est que ça correspond à quelque chose de spécifique. Alors, pour ça, on va partir de Crane, ou de ce que lui appelle le procédé coin volant. C'est, j'arrive, voilà. Ça c'est, on va dire, la molécule normale en 3 dimensions. Donc, les deux groupements là, qui sont à la verticale, ils vont vers l'arrière, et ceux qui sont à l'horizontale, ils vont vers l'avant. D'accord? Alors, attention, ça, c'est la même chose que ça. Hein. Sauf que je regarde comme ça. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que là, j'aurai l'hydrogène, là, j'ai OH, là, j'ai CHO, et là, j'ai CH3. Donc, ça et ça, c'est la même molécule. Hein. C'est la même molécule, mais je l'ai tournée. Donc, je fais un peu ce que je veux. Par contre, une fois que je l'ai disposée comme ça, ma molécule, je passe de là à là. Ça, c'est Fischer. Donc, Fischer, il nous dit, les liaisons qui sont ici à l'horizontale, on les met comme ça, donc à l'horizontale. Les deux liaisons qui vont derrière ici, on les met à la verticale. OK? Donc ça, attention, c'est une projection. Donc, si c'est une projection, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que là, dans la projection, j'ai mis un angle droit, mais est-ce que le vrai angle, ici, c'est 90 degrés? Pour la vraie molécule, ce n'est pas 90. Pour la vraie molécule, on est sur 109 degrés. Parce que ça reste un carbone qui fait 4 liaisons, c'est un carbone tétraédrique. OK? Alors, toujours avec Fischer, parce qu'il y a plein de conventions à respecter, on vous dit, la chaîne carbonée qui est la plus longue, on la met à la verticale. Donc, dans notre exemple ici, la chaîne carbonée, ben, c'est ces 3 carbones ici. Donc, effectivement, ils sont bien les 3 à la verticale. Ensuite, toujours dans les conventions, on vous dit, le groupe fonctionnel qui est le plus oxydé, on le met en haut. Donc, il faut que je compare en fait ces deux groupements, celui qui est en haut, celui qui est en bas. Lequel est le plus oxydé? C'est celui qui est en haut. Alors après, ce qui est mal représenté, là, ce CHO, c'est quoi en fait? Ce CHO, attention, ça c'est l'aldéhyde. D'accord? Sauf que là, il est écrit donc les 3 atomes comme ça alignés, mais en développé, ça fait ça. Hein. C'est-à-dire la fonction aldéhyde. Ça, c'est surtout pas alcool. Hein. Alcool, ça aurait dû être CH2OH. Okay, donc, le groupement qui est le plus oxydé, ici, bah, c'est celui qui a l'oxygène, donc il est en haut, et CH3, donc il sera en bas. Ça, c'est pour les conventions. Toujours dans les conventions donc, de Fischer,
il y a une petite particularité. Donc, pour les oses et pour les acides aminés, on parle de deux séries, la série grand D ou la série grand L. Donc, cette série grand D ou cette série grand L, hop, je descends, ça dépend de la position. Alors, attention à la définition. Hein. C'est la définition. Ah putain, qu'est-ce qu'il fait? Je recommence. Voilà. Voilà. Donc, la position de la fonction OH ou NH2 du dernier carbone asymétrique. Dans cette molécule, la chaîne carbonée la plus longue, elle est ici. Le premier carbone, c'est celui qui est en haut. Ça, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième carbone. On me dit le dernier carbone asymétrique. Donc ça, vous me l'avez défini tout à l'heure. Le carbone asymétrique, c'est un carbone qui a 4 groupements différents. Je prends le dernier carbone ici, lui. Est-ce que ce carbone-là, il est asymétrique? Non. Non, parce qu'il est relié à 2H. l'hydrogène. Donc lui, il n'est pas asymétrique. Donc je regarde le précédent. Est-ce que ce carbone-là, il est asymétrique? Oui. Oui. Donc le dernier carbone qui est asymétrique, c'est lui. Et le symbole pour dire carbone asymétrique, L'étoile. voilà. Donc c'est lui le dernier carbone qui est asymétrique. Et on me dit, suivant la position de OH ou NH2 sur ce carbone-là, donc sur ce carbone-là, le OH, il est ici donc à droite. Donc si le OH est à droite, on parle de série grand D. Donc cette molécule s'appelle un triose. Le OH ici est à droite, on parle de D-triose. Et donc, si vous avez compris, ça serait quoi le L-triose? Avec OH à gauche. Voilà, ça serait exactement la même molécule à une différence près. C'est que le OH serait à gauche ici. OK? Voilà, donc là, on a fini la partie, on va dire, théorie des différents types de représentation, plane ou spatiale. Maintenant, on va essayer de s'en servir sur les différents types d'isomérie. Hop, j'efface. Alors, notion d'isomérie. Donc, tout à l'heure, quelqu'un m'a fait la définition. Il y en a un qui s'est démonté la mâchoire, là. Je ne sais pas qui c'est qui a baillé, mais c'est magnifique. Une discrétion absolue. Alors, les isomères. Donc, quelqu'un m'a défini. Ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais qui ont des formules développées ou semi-développées différentes. Dans l'isomérie, vous avez deux catégories. L'isomérie plane. Donc, l'isomérie plane, c'est pour les formules planes. C'est un peu bon, c'est comme ça. Et vous avez également l'isomérie spatiale, qu'on fera après. Donc, l'isomérie spatiale, c'est donc ce que vous avez étudié dans cette année en terminale. Ça s'appelle également la stéréoisomérie. J'espère que ça vous dit quelque chose. Énantiomère, diastéréoisomère. Oui, ok. Oui. Oui. Merci. Alors, on va commencer par l'isomérie plane. Dans l'isomérie plane, donc même formule brute, mais une formule développée différente, vous avez deux catégories d'isomérie plane. L'isomérie de constitution, ici, sauf que ça ne prend pas. Voilà. L'isomérie de constitution, ici. Et après, on verra l'isomérie de position. Alors, isomérie de constitution. Donc, définition, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, normal, ce sont des isomères, mais des fonctions différentes ou des groupements fonctionnels différents. Donc, ils n'ont pas la même constitution. Alors, vous avez un exemple ici pour cette formule brute, là, pour C3H6O. Vous avez ici 4 exemples d'isomères de constitution. Donc, si je prends la première ici, donc CH3, CO, CH3, il y a bien 3 carbones, 6 hydrogènes et 1 oxygène. Donc, ça correspond bien à cette formule brute. La fonction dans cette molécule, c'est cétone. Deuxième isomère de constitution, CH3, CH2,
COH. Donc, c'est toujours la même formule brute, sauf que cette fois, la fonction, c'est la fonction aldéhyde. Donc, j'ai bien deux fonctions différentes pour la même formule brute, isomère de constitution. Et là, vous avez encore deux autres exemples pour toujours la même formule brute, CH2, doublison CH, CH2OH, fonction alcool. Et ici, la dernière, fonction, alors celle-là, vous ne la connaissez pas, ça s'appelle la fonction hétéroxyde. OK? Donc, pour ces quatre molécules, on a bien la même formule brute, mais des fonctions à chaque fois, alcool, hétéroxyde, aldéhyde, cétone, différentes. Donc, ça, ce sont bien des isomères de constitution. Isomères de position. Alors, définition, on dit que les molécules sont isomères de position si elles ont toujours la même formule brute, normale, mais si elles ont des groupements, cette fois, identiques. Donc, même formule brute, des fonctions identiques, mais ces fonctions ne seront pas à la même position, d'où isomère de position. Bon, ce n'est pas très compliqué. Un exemple avec cette formule brute, là, C3H8O, vous avez ici en topologique le propane 1-ol. Donc, en semi-développé, ça ferait CH3, CH2, CH2OH. Donc, ça, c'est bien du propane 1-ol. Donc, la fonction, c'est alcool. Et ici, j'ai le propane 2-ol. Donc, en semi-développé, ça fait CH3, CHOH, CH3. Donc, ils ont bien la même formule brute, C3H8O. Ils ont bien la même fonction, la fonction alcool. Sauf que ici, on est sur le premier carbone et ici sur le deuxième. Donc, c'est bien des positions différentes. Alors, ça paraît évident. Quand je parle d'isomère de position, dire que la fonction n'est pas à la même position. Après, il y a un petit piège. Ce n'est pas un piège, c'est juste qu'on l'oublie régulièrement celui-là. Parce que ça ne correspond pas exactement à la définition qui est donnée ici. C'est lorsque vous avez des molécules qui ont la même formule brute, mais des ramifications différentes. D'accord ? Il n'y a plus de fonction. Là, c'est la ramification, donc c'est la chaîne carbonée qui aura une disposition différente. Donc là, par exemple, vous avez la formule brute C4H10. Soit les 4 carbones sont alignés, ça correspond au butane, soit j'ai que 3 carbones alignés et une ramification. Donc ça, par exemple, en semi-développé, ça fait CH3, CH, CH3, CH3. Et son petit nom, c'est le méthylpropane. Donc, ils ont bien la même formule brute, c'est 4H10, mais des ramifications différentes. Donc ça, ce sont aussi des isomères de position. Ouais, la définition de isomère de position, c'est plus vraiment adapté ici, mais c'est quand même des isomères de position. C'est bon? On se réveille un peu ou comment ça se passe là? Qui c'est qui a apporté le café là? Déjà bu. Ouais, mais ça ne suffit pas, il faut en reboire. D'accord, donc il y a plus de la moitié ici qui n'ont pas de caméra. À qui on peut demander là? Alexandre, tu n'as pas une petite caméra à nous montrer là? Non, désolé. Oh le mytho. Il ne veut pas montrer sa tête. Ok. Qui on a? Shaima. Shaima? Oui. Tu as une petite caméra ou pas? Non. Tu veux pas montrer ta tête, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Tu sais pas coiffer? C'est le matin. Hein. C'est le matin. À quelle heure on se coiffe alors? C'est le confinement, on se coiffe pas. Alors, n'importe quoi, tu vois, moi, tous les matins, c'est brushing. Okay. Vous n'avez pas de cheveux, monsieur? Quoi? Oh là là, n'importe quoi, elle. C'est mytho. Allez, on enchaîne. Isomère spatial maintenant. Alors, là, on arrive dans le vif du sujet. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était un peu bidon. Là, on arrive à la stéréoisomérie. Donc ça se fait en terminale. Qu'est-ce qu'on appelle stéréoisomère? Ce sont des molécules qui ont la même formule brute, évidemment, la même formule plane, mais une disposition spatiale de leurs atomes qui sera différente.
Donc, dès que je parle de stéréoisomérie, je n'ai pas intérêt à mettre les molécules en formule CRAM. Pas possible. Si, pardon, il faut que je la mette en formule de CRAM, justement. Je suis con. C'est en CRAM, en Newman ou en Fischer qu'on verra les dispositions spatiales. D'accord? Parce que si je veux voir des dispositions spatiales différentes, il faut que ma molécule soit représentée de manière spatiale. Et spatiale, c'est CRAM, Fischer et Newman. Alors, il y a deux types de stéréoisomères à définir. On a les stéréoisomères de configuration. On va voir ça dans quelques instants. Et on a les stéréoisomères de conformation. Alors, ça commence pareil, mais ça n'a rien à voir. On va commencer par les conformations. Donc ça aussi, il y a certains profs en terminale, ils le font. D'autres, ils le font qu'en activité, mais ils ne développent pas plus. Alors, la notion de conformation, ce qu'on appelle donc des conformères. Des conformères, ce sont des molécules différentes, donc parce qu'ils ont une disposition spatiale des atomes différente, mais qui sera différente que par simple rotation. Donc, on ne casse pas de liaison, on fait que de la rotation autour d'une liaison simple. Donc, l'exemple le plus facile, c'est sur l'éthane. Donc, l'éthane, c'est CH3, CH3. Donc, l'éthane, ici, vous l'avez en ce qu'il appelle, lui, donc le procédé coinvolant. Et ici, vous l'avez en Newman. Et là, donc, vous avez deux types de conformations. Alors, des conformations, je peux en avoir une infinité. Pourquoi je peux en avoir une infinité des conformations? Puisqu'on peut tourner autant qu'on veut et dans le sens Voilà. qu'on veut. Je fais de la rotation autour de cette liaison ici. Je tourne. Donc, quand on fait un tour complet, c'est 360 degrés. Donc, si je tourne de 1 en 1 degré, j'ai 360 conformations. Si je tourne de 10 en 10, j'en aurai 36. Je retourne de 0,1 en 0,1, j'ai 3600. Donc, des conformations, je peux en avoir une infinité. Sauf que nous, ici, on va s'intéresser qu'à deux conformations bien spécifiques, ce qu'on appelle des conformations limites, donc celles qui sont les plus intéressantes à étudier, c'est les conformations décalées et éclipsées. Voilà. Vous n'aurez que ces deux-là au programme, la décalée et l'éclipsée. Alors, on va commencer par la plus simple, la décalée. Ça correspond à celle-là, la forme décalée. Donc, je passe de là à là. Est-ce que tout le monde arrive à voir comment je passe de là à là? Je mets mon petit œil ici et je regarde. La liaison ici qui va vers le haut, celle qui va à gauche, celle qui va à droite, on les retrouve ici. Et celles-là qui sont derrière, là, là et là. Pourquoi on parle de conformation décalée ici? Décalée parce que les liaisons qui sont derrière, donc les trois que j'ai en violet, elles sont parfaitement au milieu des liaisons de devant. C'est bon, tout le monde le voit là? Donc, cette liaison ici, on dit qu'elle est décalée, que cette conformation est décalée, parce que la liaison de derrière, elle est pile poil au milieu de celles qui sont devant. Donc, c'est ça qui va générer le moins de répulsion, le moins d'interaction. Répulsion, interaction. Donc, c'est la conformation la plus stable. Alors que ici, on voit que les liaisons qui sont devant et derrière sont parfaitement alignées l'une derrière l'autre. Alors, vous allez me dire, ça, ce n'est pas très représentatif. Vous avez raison. Normalement, il faudrait que je le fasse comme ça. Voilà. Normalement, il faudrait que ce soit quasiment l'une derrière l'autre. Donc, l'une derrière l'autre, on parle de conformation éclipsée. Donc, pourquoi le prof, il le met comme ça? C'est juste que les logiciels de dessin en chimie organique, quand vous demandez une conformation éclipsée, c'est ça qui ressort. Donc, si vous avez ça, c'est éclipsé, et ça, c'est décalé, et vous n'avez que ça comme conformation à étudier. OK? Voilà, celle-là, ne me dites pas, c'est celle qui est un petit peu décalée. Ça n'existe pas. C'est éclipsé. Et là, comme on est dans une conformation éclipsée, là, justement, c'est la conformation où il y a le plus de répulsion.
Donc, si c'est là où il y a le plus de répulsion, le plus d'interaction, ça, c'est la forme là moins stable. Est-ce que c'est bon pour la notion de conformation? Oui. Ok. Je peux effacer tout mon gros bordel ou pas? Oui. Oui. Alors, ça, c'était les stéréoisomères de conformation ou encore des conformères. Hop, je remonte, j'avais zappé ça. Maintenant, la notion de configuration, dans ce qu'on appelle des stéréoisomères de configuration. Je rappelle la définition de stéréoisomère. Donc, la stéréoisomère, c'est la même formule brute, la même formule plane, mais une disposition spatiale qui sera différente. Quand je parle de stéréoisomère de configuration, la disposition spatiale des atomes est différente parce que je casse des liaisons et je forme d'autres liaisons. D'accord? Autant pour la conformation ici, on faisait que de la rotation, donc on ne cassait rien du tout. Là, par contre, je casse des liaisons et je forme d'autres liaisons, alors à partir des mêmes atomes, mais dans une disposition spatiale qui sera différente. Dans ce cas-là, les deux composés sont différents. Donc, les deux stéréoisomères de configuration, ce sont deux molécules différentes et donc avec peut-être des propriétés différentes. Et le lien avec ce que vous avez fait en terminale, c'est ce qu'on appelle les énantiomères et les diastéréosomères. Ça vous dit quelque chose tout ça? J'espère. Oui. Oui. Alors, nous maintenant, on va s'intéresser qu'à cette partie-là. C'est-à-dire que la notion de conformation, elle est finie. Maintenant, elle peut tomber. Et elle tombe régulièrement. Nous, on va s'intéresser surtout maintenant à la notion de configuration. Hop. Et pour ça, à la suite, on va introduire la notion de chiralité. Alors, la chiralité, vous l'avez vu en terminale. Bon, pour l'historique, ça vient du grec ker, qui signifie main, bon, etc. Pourquoi on parle de main? Parce que quand vous avez votre main gauche en face de la main droite, c'est comme si qu'elles étaient images l'une de l'autre dans un miroir. Si les deux mains, vous les remettez à plat, comme je suis en train de vous faire ici, est-ce que les deux mains se superposent? Pas du tout. D'accord? Les mains ne se superposent pas. Donc, c'est ça la chiralité. Alors, la chiralité, bien sûr, nous, on ne va pas l'appliquer aux mains, ni aux chaussures, ni aux escargots, on s'en fout. On va l'appliquer aux molécules. Alors, pour ça, premier exemple de molécule chirale. Donc là, il faut qu'on fasse plein d'exemples. Parce que dans le cours du prof, là, vous regardez, dans tout ça, il n'y a aucune molécule. Il nous dit, ça s'applique aux molécules, mais il n'y a aucun exemple. Donc pour moi, il y a un petit souci. Il faut mettre des exemples. Hein. Voilà. Si je vous dessine cette molécule. Comment savoir si cette molécule est chirale ou non? Donc la technique, c'est je dessine son image dans un miroir. Voilà, ça, c'est un miroir. Oui, c'est ressemblant. Et je dessine donc l'image dans le miroir. Donc l'image de ce carbone-là. Il est ici. La liaison avec le OH, elle sera ici. Le CH3 ici, son image est vers l'avant, comme ça. L'hydrogène derrière. La liaison qui part à gauche là, avec le carbone, dans l'image, elle part à droite. Et après, j'ai le OH en haut. Vers l'avant, j'ai le CH3. Et vers l'arrière, j'ai l'hydrogène. Une fois que j'ai fait l'image dans le miroir, est-ce que ces deux molécules sont superposables? Oui. Oui. Donc, si les deux molécules sont superposables, la molécule, on dit qu'elle est achirale. Parce que, rappelez-vous, la définition, c'est il faut que les molécules soient non superposables. Si elles sont superposables, ce n'est pas la chiralité. C'est l'inverse, c'est achiral. OK? Deuxième exemple. Je vais dessiner quasiment la même molécule. Je vais juste faire une petite modification.
la modification, elle est ici. Au lieu d'avoir le CH3 devant et l'hydrogène derrière, je mets l'hydrogène devant et le CH3 derrière. Je fais le miroir. Qu'est-ce que j'ai en haut? OH. Vers l'avant, ici, donc l'hydrogène. Derrière, le CH3. Ici, le carbone, le OH, le CH3 et derrière, l'hydrogène. Même chose. À partir de cette molécule, j'ai fait son image dans le miroir. Est-ce qu'elles sont superposables maintenant, ces deux-là? Non. Non. Donc, cette molécule, elle est chirale. Voilà. C'est ça la chiralité. OK? Alors, je reviens à la première molécule. En fait, dès le début, sans faire l'image en miroir, j'aurais pu dire qu'elle est achirale. Pourquoi? On me dit, pour qu'une molécule soit chirale, il faut qu'elle ait ni plan, ni centre de symétrie. Or, dans cette molécule, qu'est-ce que j'ai ici en plein milieu? J'ai un plan de symétrie ici. Donc, à partir du moment où vous avez une molécule qui a un plan de symétrie, elle est forcément achirale. OK? Je m'amuse tout seul. Hop là. Alors, maintenant, je reviens aux molécules qui sont chirales. Donc, ces deux molécules-là sont non superposables. Ce sont deux stéréoisomères. Et comme on appelle des stéréoisomères qui sont images dans un miroir et non superposables, ce sont deux Des énantiomères. Énantiomère. Voilà. Ces molécules ont une relation d'énantiomérie. Ce sont des énantiomères. OK? Donc, c'est-à-dire que les énantiomères, ce sont des molécules qui sont non superposables par rapport à une image dans un miroir blanc. Donc, elles sont forcément chirales. Voilà. Donc, moi, vous voyez, son cours, il est très bien fait. Il manque juste une chose, c'est des exemples pour illustrer un tout petit peu. Alors, la suite. Ces énantiomères. Ce sont des molécules différentes. Okay, je reviens en arrière. On a dit ici, ce sont des stéréoisomères de configuration. On a dû casser des liaisons pour former d'autres liaisons. C'est un nouveau composé chimique qu'on a créé. Et donc, si c'est un nouveau composé chimique, les deux énantiomères, ils ont des propriétés physico-chimiques identiques. Dans ces deux molécules-là, les deux molécules que je viens de dessiner ici, ces deux-là, elles ont exactement les mêmes propriétés physico-chimiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par propriétés physico-chimiques? C'est température d'ébullition, température de fusion, c'est la solubilité, bon, etc. Donc, ces deux molécules, elles vont bouillir à la même température. Elles vont fondre à la même température. Mais il y a une propriété physico-chimique qui sera différente, c'est l'action sur la lumière polarisée. Donc ça, je vais en parler dans quelques instants dans le petit 2. Et on vous dit que les énantiomères, ils ont une action qui est opposée. Je vais l'expliquer juste après. Alors, deuxième conséquence de la chiralité, c'est que les énantiomères, donc on a dit, ils ont des propriétés physico-chimiques identiques, mais par contre, faites très attention, ils ont des propriétés biologiques différentes. Donc, physico-chimiques identiques, biologiques différentes. Donc ça, à chaque fois, je raconte la même histoire. Peut-être vos profs, ils vont nous raconter aussi. Il y a un médicament dans les années 60, je crois, ou 70, qui s'appelait le thalidomide. C'était un médicament, en fait, pour les femmes enceintes. C'est vrai qu'il y avait un petit souci pour fluidifier le sang. Elles prenaient ce médicament-là. Le problème, c'est que dans le médicament, à l'époque, on mélangeait les deux énantiomères. On n'était pas encore au courant qu'il y avait des propriétés biologiques différentes. Donc, il y avait un des énantiomères qui permettait justement de fluidifier le sang. Le problème, c'est que l'autre énantiomère n'avait pas du tout les mêmes propriétés biologiques. Donc, l'autre énantiomère allait se fixer sur un autre endroit dans le corps humain et malheureusement, il allait se fixer sur l'embryon.
Donc, sur l'embryon, ça veut dire qu'au moment des naissances, soit les enfants étaient mort-nés, soit des malformations. Et quand on s'est rendu compte que ça venait du médicament, on a compris qu'il fallait séparer les énantiomères à cause des propriétés biologiques. D'accord? On vous dit, ils n'ont pas la même interaction avec un récepteur biologique. Ils ne vont pas se fixer de la même manière. Alors, je reviens, parce que c'est un peu glauque, je reviens sur les propriétés qui sont opposées sur la lumière polarisée. Petit 2. C'est ce qu'on appelle l'activité optique d'une molécule chirale. Alors ça, c'est important. Souvent, les gens, les élèves, ils le zappent. Le titre, il est important. On parle de l'activité optique, et ça, c'est que pour les molécules chirales. Donc, ça veut dire que les molécules achirales, elles n'ont pas d'activité optique. Alors, c'est quoi l'activité optique? Donc, ici, vous avez un petit schéma expérimental qui va expliquer. J'envoie de la lumière. Hop. Donc là, on a une source lumineuse. Une source lumineuse qui envoie de la lumière. La lumière, vous l'avez étudiée dans cette année, ce sont des ondes électromagnétiques. Et si on parle d'ondes électromagnétiques, c'est des vecteurs. Et donc, ces vecteurs, tant qu'on est sur une lumière naturelle, les vecteurs, vous voyez, ils vont un petit peu partout dans toutes les directions de l'espace. Pour l'expérience, on place ce qu'on appelle un polariseur. Le polariseur permet d'avoir une lumière qui est polarisée. Alors, c'est quoi une lumière polarisée? Comme vous voyez, ici, les vecteurs n'ont plus qu'une seule direction. Les vecteurs. Donc là, ils allaient dans toutes les directions de l'espace. En passant par ce polariseur, ils n'ont plus qu'une seule direction. Et dans mon schéma, c'est une direction qui est verticale. Cette lumière polarisée traverse une cuve. Dans cette cuve, on a mis une molécule chirale. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que la lumière traverse la cuve? On voit que la lumière polarisée est au fur et à mesure déviée. Elle est déviée d'un angle alpha. Et à la fin, ici, petit œil, j'analyse la valeur de l'angle alpha. Alors, à quoi ça me sert ce truc-là? Pour nous, aujourd'hui, pas grand-chose, mais juste pour rappel, enfin pour rappel, non, pour vous expliquer, alpha, donc c'est l'angle ici de déviation, il est proportionnel à la concentration de la molécule. Donc, pour un chercheur, ça peut être intéressant. Connaissant l'angle alpha, je peux avoir la concentration. Pour nous ici, ce qui va être intéressant, c'est de savoir l'angle alpha. Est-ce que ça a été dévié à droite, comme ici, ou à gauche? D'accord? Donc pour nous, il n'y aura que deux possibilités. Soit la molécule chirale a dévié donc vers la droite, soit elle a dévié vers la gauche. C'est ce qu'on a ici. Si la molécule chirale a dévié le plan de polarisation de la lumière vers la droite, dans ce cas-là, c'est que l'angle est positif. On dit que la molécule, elle est dextrogyre. Alors, dextrogyre, donc gyre, ça fait penser à girouette, gyroscope, gyrophare, sens giratoire, donc c'est un truc qui tourne. Et dextro, ça tourne à droite. Donc gyre, ça tourne, dextro à droite. OK? Pour l'abréviation, on mettra un petit d comme petit d de dextrogyre ou un petit plus parce que l'angle est positif. Deuxième possibilité, la molécule chirale dévie le plan de polarisation de la lumière, cette fois vers la gauche. Donc l'angle est négatif. On dit qu'elle est lévogyre. Donc lévo, ça veut dire à gauche en grec, et gyre, ça tourne. Donc petit l, lévo, le moins, c'est négatif. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, c'est bon pour tout le monde? Alors, est-ce que je peux effacer tout mon gros bordel? Oui. OK. Je reviens un tout petit peu en arrière. Là, on a dit les énantiomères. Ici, on a dit
Ils ont des propriétés physico-chimiques identiques, mais une action qui est opposée sur la lumière polarisée. Donc, ça veut dire que s'il y a un des énantiomères qui dévie à droite, le dextrogire, l'autre énantiomère va forcément dévier à gauche, le lévogire. Donc, si je mets deux énantiomères dans la même cuve, il y en a un qui dévie à droite, l'autre qui dévie à gauche. Ouais. Et si je mets les deux énantiomères exactement dans les mêmes proportions? L'angle ne bouge pas. Exactement. Et là, on est sur un mélange un peu particulier. Ça s'appelle un mélange racémique. Ça, normalement, c'est au programme aussi de terminale. Ce qu'on appelle un mélange racémique, c'est un mélange 50-50, donc un mélange dans les mêmes proportions des deux énantiomères. Donc, si je les mets dans les mêmes proportions, vu qu'ils ont une action qui est opposée, il y en a un qui dévie à droite de 5 degrés, par exemple, et l'autre énantiomère va dévier à gauche de 5 degrés. Donc, la somme des deux, ça fera 0. OK? Et là, petite question. Voilà. On est sur un QCM de concours, et je vous dis, un mélange racémique ne possède pas d'activité optique. Vrai ou faux? Je répète, un mélange racémique ne possède pas d'activité optique. Faux, parce qu'il y a de la lumière quand même. Faux. Ben non, c'est vrai. C'est marqué là. Oui, c'est vrai. Le mélange racémique, il ne présente pas d'activité optique. Ça, c'est vrai. Ne cherchez pas le piège. Hein. À chaque fois, vous me cherchez les pièges. Là. Non, non. Un mélange racémique, par définition, n'a pas d'activité optique. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, l'inverse. Un mélange qui ne présente pas d'activité optique est forcément un mélange racémique. Non. Faux, Pourquoi? parce qu'on a dit que forcément, c'est un mélange racémique ne présente pas une activité optique, mais c'est seulement les molécules chirales qui peuvent être donc si c'est pas une molécule chirale et qu'elle est pro, Si je fais un mélange de molécules achirales, je mets que des molécules achirales dans ma solution. Ben, par définition, une molécule qui est achirale n'a pas d'activité optique. Exactement. Vous voyez, c'est-à-dire que la phrase, elle est valable dans un sens, mais pas dans l'autre sens. Un mélange racémique n'a pas d'activité optique, mais une solution qui n'a pas d'activité optique, ça peut être un mélange racémique, mais ça peut être aussi un mélange de plein de molécules achirales aussi. Donc ça, faire attention. Hein. Allez, on y arrive. La notion de carbone asymétrique. Donc là, pour la notion qui a été vue en terminale, ça se fait à peu près en 30 secondes. Qu'est-ce que c'est qu'un carbone asymétrique? C'est un carbone tétragonal, tétraédrique, qui sera lié à 4 substituants différents ou à 4 groupements d'atomes différents. Là, vous avez un exemple. Regardez. Est-ce que ce carbone-là, il est asymétrique? Oui. Il est relié à ce groupement, ce groupement, ce groupement et ça. J'ai bien dit groupement, hein, je n'ai pas dit atome. Donc, ces 4 groupements, est-ce qu'ils sont différents? Oui. Donc, ce carbone, il est bien asymétrique. OK? Donc, ça, c'est le programme de terminale. Par contre, si je prends l'image dans le miroir, j'obtiens cette forme-là. Est-ce que ces deux molécules sont superposables? Non. Non. Donc, ça veut dire que cette molécule, elle est Chiral. chirale. Et là, on peut même généraliser. Donc ça, je vous conseille de le rajouter. Une molécule qui ne possède qu'un seul carbone asymétrique, elle est forcément chirale. Donc, je répète, une molécule qui ne possède qu'un seul carbone asymétrique est forcément chirale. Donc, si cette molécule qui n'a qu'un seul carbone asymétrique est chirale, c'est qu'elle est dédoublable en 2 énantiomères. OK? Donc, ces 2 énantiomères sont non superposables. Et ça, c'est la fin du programme de terminale. On ne vous demandait que ça. Nous, on va aller plus loin maintenant. On va chercher à savoir ces 2 carbones-là,
comment on peut les différencier? On va les différencier par rapport à ce qu'on appelle la configuration absolue, R ou S. Un peu comme Z et E, je vous avais expliqué là, pour les alcènes. On dit qu'ils sont Z ou E en fonction de la place des groupements, en haut, en bas, à l'opposé, bon, ça me dit quelque chose. Là, c'est pareil. Pour savoir si le carbone ici, il est R ou S, il faut qu'on étudie ces 4 groupements. Les 4 groupements que j'entoure ici. Il faut qu'on les étudie et qu'on cherche à les classer. Donc ça, c'est des règles. Donc c'est national, hein, c'est même mondial. Dans le monde entier, tout le monde fait exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le monde entier, si on dit ce carbone-là, il est R ou ce carbone-là, il est S, dans le monde entier, on sait exactement où sont placés les groupements les uns par rapport aux autres. Alors, ce classement, comment on le fait? Hop, ici. Ce classement, on va l'obtenir à partir de ce qu'on appelle les règles séquentielles de Cahn-Ingold-Prelog. Les règles CIP. Ces règles CIP vont permettre de classer les 4 groupements, vont permettre de trouver une hiérarchie entre ces 4 groupements. Donc les règles, elles sont valables pour tout le monde, hein. Première règle, on accorde la priorité au groupement qui est fixé au centre chiral, donc au carbone asymétrique, en fonction du numéro atomique. D'accord? C'est le numéro atomique, donc le Z, qui va nous permettre de classer le groupement. Plus le Z est élevé, plus le groupement sera prioritaire. Alors, est-ce qu'il faut apprendre tous les numéros atomiques par cœur? Non. Les seuls qu'on a à connaître, c'est cet enchaînement. Bon, l'hydrogène, évidemment, ça sera le numéro le plus faible. Voilà. S'il y en a un qui est à connaître, l'enchaînement, c'est celui-là. C'est Knopf et Sklebri. Pourquoi cet enchaînement, il faut le connaître? Parce qu'en chimie organique, on n'aura que des molécules avec des carbones, de temps en temps de l'azote, pour tout ce qui est amine ou amide, de l'oxygène pour les alcools, pour les aldéhydes, cétones, bon, etc. Et après, on a souvent aussi des dérivés halogénés, donc fluor, chlore, brome, iode. Le numéro atomique Z, comment est-ce qu'il augmente? Il augmente de la gauche vers la droite et de haut en bas. Voilà comment augmente le numéro atomique. Donc, pour appliquer cette première règle, un exemple, on a un carbone qui est asymétrique. Voilà. Et on va numéroter donc lequel de ces 4 groupements sera prioritaire. Règle numéro 1, on regarde donc l'atome qui est directement relié au carbone asymétrique. Et on fait en fonction de Z. Parmi les 4 atomes ici, quel est celui qui a le Z le plus élevé? Le brome. Le brome. Donc le brome sera prioritaire, petit 1. Ensuite, quel est celui qui a le numéro le plus élevé? Oxygène. L'oxygène. Ensuite, le carbone. Et en dernier, l'hydrogène. OK? Donc, on ne tient compte que du premier atome qui est relié au carbone asymétrique. Donc là, brome, oxygène, carbone, hydrogène, on est dans cet ordre-là. Alors, pour l'instant, je suis obligé d'avancer un petit peu sur les règles de priorité. Après, on verra comment est-ce qu'on va s'en servir pour savoir justement si c'est R ou S. Là, on n'y est pas encore. Hein. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle. Si j'ai cette molécule-là, hop, là, j'ai CH2, CH3. Ici, j'ai CH3. Ici, j'ai encore un brome, on s'en fout. Et là, j'ai un hydrogène. Alors, on fait la même chose. Parmi donc, les 4 groupements, quel est celui qui sera prioritaire? Le brome. Le brome. Après, j'ai carbone, carbone et hydrogène. Donc, hydrogène, ça sera forcément le moins. Problème, c'est que là, j'ai carbone et carbone. Donc, je ne peux pas les différencier. D'où
Deuxième règle, lorsque deux substituants différents sont fixés donc au stéréocentre par deux atomes identiques, donc c'est notre situation, il faut examiner les atomes qui sont en seconde position. Alors, sur ce carbone-là, en seconde position, j'ai que des hydrogènes. Sur ce carbone-là, en seconde position, j'ai deux hydrogènes, mais j'ai aussi un carbone, lui. Et donc, je compare cette fois les groupements qui sont en deuxième position. Là, j'ai un carbone, là, j'ai que des hydrogènes. Donc, celui qui va l'emporter entre les deux, c'est lui. Il sera petit 2 et lui, petit 3. C'est bon, vous comprenez ou pas? Oui. Voilà, s'il y a un gros effort à faire, c'est maintenant. Parce que là, ce que je suis en train de vous faire, ça tombe tous les ans. Et quand il y a un QCM qui porte là-dessus, on va vous demander si ce carbone-là, il est R ou S sur 2 ou 3 molécules. Donc, il faut aller vite, il faut être bon là-dessus. Donc, si vous galérez pour trouver quel est le groupement prioritaire numéro 1, 2, 3, 4, ce n'est pas possible. Il ne faut pas se planter là-dessus. Donc, c'est bon pour ça? Alors, on passe à la troisième règle. Troisième règle qui nous dit il suffit d'un seul atome de plus grand nombre atomique pour que le groupement soit prioritaire. Alors, si je compare ces deux groupements-là que je vous encadre, je compare les deux groupements. Hop, au premier rang, carbone, carbone. On a égalité. Donc, d'après la règle numéro 2, il faut aller voir ce qui se passe en deuxième position, donc au second rang, pour voir quel sera le groupement prioritaire. Au second rang, qu'est-ce que j'ai? Hydrogène, oxygène. Oxygène, hydrogène. Et là, j'ai carbone, carbone, carbone. Que nous dit la règle numéro 3? Il suffit d'un seul atome de plus grand nombre atomique pour que le groupement soit prioritaire. Là, quel est l'atome qui va faire toute la différence? L'oxygène. Exactement. C'est lui. C'est l'oxygène ici qui va faire la différence. L'oxygène est prioritaire par rapport au carbone. Donc, peu importe qu'il y ait 3 carbones, c'est lui, l'oxygène, qui va faire que le groupement est prioritaire. OK? Donc là, l'erreur à ne surtout pas commettre, c'est genre, on fait un match de foot. On fait compétition. Non. L'hydrogène par rapport au carbone, c'est lui qui gagne, ça fait 1-0. L'oxygène gagne contre le carbone, ça fait 1 partout. Et lui, il a gagné, ça fait 2-1. Non. Il en suffit d'un seul atome pour que le groupement soit prioritaire. D'accord? Ça, c'est la troisième règle. Quatrième règle. Dans le cas des liaisons multiples. Quatrième règle. Quand j'ai des liaisons multiples, c'est-à-dire une liaison double ou une liaison triple. La règle nous dit une liaison multiple avec un atome sera considérée comme autant de liaisons simples avec cet atome-là. Pour la comparaison uniquement. Donc, pour ça, il faut que je vous fasse encore un petit exemple. Sinon, ça va être abstrait. Je vous fais ça. Là, on aura CH2OH. Ici, on s'en fout, on va mettre brome. Et là, on met hydrogène. Alors, toujours pareil. Des 4 groupements, le prioritaire, c'est Brome. Le brome, numéro 1. Bon, l'hydrogène sera forcément numéro 4. Et là, j'ai carbone, carbone. Égalité. Donc, on va développer. Ce carbone-là, il est relié à un hydrogène et à un oxygène. Et un oxygène. Ouais. Ce carbone-là est relié à 2 hydrogènes et un oxygène. OK? Si je m'arrête là, lequel des deux l'emporte? J'en sais rien. Lui, il y a carbone au premier rang,
Carbone premier rang. Il y a hydrogène et oxygène. Il y a hydrogène et oxygène. Donc là, comme ça, je n'arrive pas à les différencier. Que nous dit la quatrième règle? Une liaison multiple est équivalente à autant de liaisons simples. Or, qu'est-ce que j'ai ici? Une liaison double. Double. Donc, c'est comme si que le carbone était relié en fait à 2 oxygènes, dont un que je mets entre parenthèses. C'est ce que lui, il appelle l'atome fantôme. Atome fantôme, atome virtuel, atome fictif. Il n'existe pas vraiment, mais il sera là juste pour la comparaison. Et là maintenant, quand je compare les deux groupements, là, il y a hydrogène avec 2 oxygènes, et là, il n'y a qu'un seul oxygène. Donc, c'est ce groupement-là qui sera prioritaire, et lui, le troisième. Ok. Voilà. Donc, en gros, quand vous avez une liaison multiple à comparer avec la même, mais liaison simple, c'est la multiple qui va l'emporter. On n'ira pas plus loin, ce n'est pas la peine. Est-ce que je peux effacer un petit peu? Parce que là, c'est... Voilà. On enchaîne? Bon, tout ça, je zappe parce que c'est compliqué pour pas grand-chose et on ne va pas du tout s'en servir. Donc ça, on continue. Voilà. Je voulais arriver ici. Comment déterminer justement la configuration d'un carbone asymétrique? Donc, comment savoir si le carbone il est R ou S? C'est ça qui va être le plus important pour la suite. Comment trouver s'il est R ou S? Alors, ici, vous avez une méthode pour déterminer justement ce truc-là. La méthode, elle est expliquée ici. On vous dit, on numérote les 4 substituants du carbone asymétrique avec les règles de CIP, Can, Ingold, Prelog. Donc, en gros, c'est ce qu'on vient de faire ici. Comment on numérote par ordre de priorité. Une fois qu'on a fait ça, on regarde la molécule selon l'axe du carbone asymétrique vers le groupement numéro 4. D'accord? Donc, il faut placer l'œil du carbone vers le numéro 4. Il faut que le numéro 4 soit placé derrière. OK? C'est un peu compliqué. Et enfin, une fois que le numéro 4 est derrière, on regarde dans quel sens on tourne pour aller du 1, puis au 2, puis au 3. Si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit que le carbone est de configuration R. Si, quand je passe de 1 à 2 à 3, je tourne dans le sens inverse, on dit que le carbone est de configuration S. Voilà, ça c'est la méthode. Lui, il nous fait un exemple qui n'est pas facile à comprendre. Donc, son exemple, j'en parle très rapidement. Hop. Si j'applique la méthode, donc vous voyez, il a numéroté. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. On regarde la molécule comme ça. Pourquoi comme ça? On nous dit du carbone asymétrique vers le numéro 4. Et il faut que le numéro 4 soit derrière. Donc, quand je regarde comme ça, le numéro 4, il est bien derrière. Sauf que ça, c'est un petit peu compliqué à visualiser. Donc, avant de faire ça, ce que je vous propose, on va revenir sur les exemples qu'on a fait ensemble. Hop, et on va commencer par mon premier exemple qui est ici. J'ai fait exprès de ne pas effacer. Ce carbone-là, donc tout à l'heure, on a fait l'effort, on a dit le brome est prioritaire, le OH en deuxième, le CH3 en 3 et le 4, c'est l'hydrogène. D'après la méthode, il faut que le numéro 4 soit derrière. Et j'ai fait exprès. Où est le numéro 4? Derrière. OK? Une fois qu'il est derrière, j'ai dit, je ne regarde plus le numéro 4. Il n'existe plus. Je regarde dans quel sens je tourne pour aller du 1, puis au 2, puis au 3. 1, 2, 3. Le 4, je ne le regarde même plus. Donc là, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Conclusion, ce carbone est de configuration R. Est-ce que vous avez compris?
Oui. Et ici, il y a le 1 qui est au milieu du 3A et du 2. Alors, pour l'instant, je fais des exemples simples. OK? Ok. Après, je vais compliquer. Est-ce que sur l'exemple simple, c'est passé? Oui, 1, 2, 3, ça c'est bon? oui, oui. Deuxième Juste, exemple. moi, j'ai Oui. une question. Le 4, il n'est pas tout à fait derrière, puisqu'on a fait un trait normal. Enfin, je comprends pas. Le 4? Non, non, il n'est pas entré normal, le 4, là. J'ai fait les pointillés, là. Oui, voilà. Ben, Les pointillés, c'est une liaison attendez. qui est derrière. Oui, voilà. Mais on est bien sur l'exemple du 2-bromobutane. Non, non, non. Je fais Ah, l'exemple que j'ai traité ici, moi. ben, la page, elle est sur l'exemple du 2-bromobutane. Non, mais d'accord, ok. Là, je ne fais pas celui-là pour l'instant. C'est Celui-là, je vois traité dans la pas. marge. Je fais Ah, celui-là ok, c'est pour ça d'exemple. que je voyais pas. Autant pour moi. D'accord, d'accord. Ah, tu le vois ou pas? Ben, il fallait que je décale l'écran, en fait. Mais du coup, là, c'est bon. Ah, ok. Alors, deuxième exemple qui est dans l'autre marge ici. C'est un S. Alors, pour cet exemple, je vais un petit peu effacer parce qu'il y a trop d'infos. Ça, je l'efface. Ça, j'efface. Alors, encore une fois, dans mon exemple, j'ai fait exprès, le numéro 4 est derrière. Dans quel sens ça tourne pour faire 1, 2, 3? Je C'est un répète, S. le numéro 4, une fois qu'il est derrière, je ne m'en occupe plus. OK? Alors, tu me dis qu'il est S. Je tourne du 1 au 2 et au 3. Et là, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, il est encore de configuration R. Qui c'est qui m'a dit S? C'est moi. Tu as compris ou pas maintenant pourquoi il est R? Oui, oui, oui. Et du coup, celui de dessous aussi, il est R. Alors, du coup, celui de dessous, donc le 4, encore une fois, j'ai fait exprès, il est derrière. Et je tourne en faisant 1, 2, 3, encore une fois, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est aussi de configuration R. Je n'ai pas fait exprès, hein, mais ils sont tous de configuration R. Là. Excusez-moi. Oui, Pour l'exemple du cours, n'est pas derrière le je H. Et sais, pourtant, on arrive à je dire sais. c'est R ou S. Attends. C'est pour ça que j'insiste sur des exemples simples et après on va compliquer. Est-ce que mes exemples simples, c'est bon pour tout le monde? Pas sûr. Oui? Oui. Ok, merci. Donc, j'efface tout. Voilà. Maintenant, je vais expliquer l'exemple du prof ici. Voilà. Parce que si vous voulez, moi, cet exemple, il n'est pas évident par rapport à sa méthode. Donc, je préfère qu'on commence par des exemples simples où le moins prioritaire est déjà derrière, au moins pour commencer à comprendre ce que c'est ROS. Après, on peut faire plus compliqué. Donc là, dans l'exemple du prof, je vous ai dit, l'œil, il faudrait que je le place ici. Et que je regarde comme ça. Donc, imaginez-vous, mettez votre œil ici, et après, vous passez de 1 à 2 et à 3. Mais vous êtes sur le côté. Hein. Vous avez votre œil qui est ici. Hein. Donc, si vous arrivez à le voir comme ça, bon, moi j'y arrive, hein, ça fait 20 ans que je fais ça, donc j'y arrive. Est-ce que tout le monde y arrive? C'est-à-dire que ça, si je le projette, j'ai le CH3 qui est ici, le brome, et là j'ai CH2, CH3. Et l'hydrogène qui est derrière. Hein. Okay, l'hydrogène est derrière, je ne le vois pas. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, il est bien de configuration S. Je crois que c'est Evan qui m'a posé la question, je crois. C'est ça. Tu as compris ou pas là? Oui, c'est bon, j'ai compris. Merci. Ok. Alors, si c'est bon ce truc-là,
quand je fais l'image dans le miroir plan, d'accord? Ce sont deux énantiomères, on a dit. Et donc là, il y a un truc qui est très simple, c'est que si je trouve la configuration S de ce carbone-là, l'image dans le miroir plan inverse la configuration, donc c'est forcément R. Donc ça, je vous conseille de le rajouter quelque part, parce qu'il ne le marque pas et il ne l'exploite pas trop. Donc notez. Donc deux énantiomères ont les configurations de leur carbone asymétrique qui sont opposées. Donc c'est-à-dire que l'image du R dans le miroir plan, c'est le S. Donc dans le même genre, si j'ai deux carbones asymétriques qui sont RR, l'image dans le miroir plan, ça sera SS. D'accord? Dès que je prends l'image dans le miroir, j'inverse toutes les configurations. Tout ce qui est R passe S, tout ce qui est S passe R. OK? Alors, dans la suite, ici, alors c'est une remarque qui n'est pas dans le cours du prof, mais qui est importante pour la suite aussi de la chimie organique, c'est la configuration Z ou E. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez comment ça a été introduit ce truc-là quand vous étiez en première. Je ne sais pas si ça a été refait en terminale. Quelqu'un se rappelle la définition de Z et E? C'est quand les plus gros groupements sont du même côté ou... Alors, en première, d'après le programme officiel, c'est n'importe quoi. C'est si les hydrogènes sont du même côté, configuration Z. Si les hydrogènes sont à l'opposé, configuration E. Ça, c'est le programme officiel. Après, il y a certains profs qui n'aiment pas trop cette définition parce qu'elle est fausse. Et ils te disent un truc du même genre que ce que tu m'as dit. Quand les plus gros groupements sont du même côté, c'est Z. Quand les plus gros groupements sont à l'opposé, c'est E. Sauf que les gros groupements, c'est quoi? Comment tu définis une grosseur? De la même façon qu'on a donné des chiffres avant? Ben voilà. En fait, ce n'est pas ceux qui sont les plus gros, c'est ceux qui sont prioritaires. C'est pour ça qu'on parle de règle de priorité. Donc, ça dépend de la disposition des groupes prioritaires. D'accord? Sauf que les définitions de groupes prioritaires, quand on est en première, ben ça, on ne le fait pas. Normal. Donc, on fait un petit peu des définitions à la Wallengen, c'est les plus gros. Voilà. Maintenant, on a compris, c'est la disposition des groupes prioritaires. Dans mon exemple ici, je compare les deux groupements qui sont sur ce carbone-là. Sur ce carbone-là, entre hydrogène et COH, le groupement qui est prioritaire, c'est COH. D'accord? Je compare les deux. C'est COH qui est prioritaire par rapport à l'hydrogène. Sur l'autre carbone, je compare ces deux groupements. Et entre CH3 et NH2, d'après les règles de priorité, est-ce que c'est le carbone ou est-ce que c'est l'azote qui est prioritaire? C'est l'azote. C'est l'azote. Donc, c'est ce groupement-là qui sera prioritaire. Conclusion, si les deux groupements prioritaires sont du même côté, on parle de configuration Z. Alors, Z, ça vient de l'allemand zusammen, qui veut dire ensemble. Et oui, les deux groupements prioritaires sont ensemble du même côté. Si les deux groupements prioritaires sont à l'opposé l'un de l'autre, dans ce cas-là, on parle de configuration E. Et ce E, ça vient de entgegen, qui veut dire opposé. Genre, je parle allemand couramment. Je connais deux mots en allemand. Zusammen, entgegen. OK? Donc, on peut appliquer les mêmes règles ici. Alors, comme il me reste que 5 minutes, je n'aurai pas le temps, évidemment, de faire la fin du chapitre. Je vais vous donner 2-3 exemples de molécules et vous allez essayer de retrouver si on est en configuration R ou S. Alors, hop. Non, elles ne sont pas là. J'arrive. Je vais en chercher une quelque part. Voilà. Là. Alors, est-ce que vous voyez celui-là?
Vous les voyez, les 3 molécules là ou pas? Ça Oui. s'affiche. Oui. Ouais. Voilà, vous voyez, ça, c'est ce qui est tombé en 2018. Donc, vous voyez, vous avez 3 molécules et on vous demande si ces 3 molécules sont des isomères, si les carbones sont de configuration R, S. Voilà, ça, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on a demandé, en tout cas l'année dernière. Ça, c'était en 2017. La même chose. Est-ce qu'ils sont R, est-ce qu'ils sont enantiomères, etc. Pareil, 2016. Donc, c'est ça qu'il faut maîtriser, vous voyez? Alors, 2018. Est-ce que les molécules 1 et 2 sont isomères? Alors, pour ça, il faut se rappeler de la définition de isomère. Non, je crois pas, non. Alors, c'est quoi la définition de isomère? Même formule brute, même formule développée différente. Voilà, c'est même formule brute. Ben, c'est vite vu. Ici, il y a 2 oxygènes. Hein, et ici, il n'y en a qu'un seul et un brome. Donc, aucun rapport. Donc, c'est faux. D'accord? Elles n'ont pas la même formule brute. Donc, forcément, ce ne sont pas des isomères. Est-ce que les molécules 1 et 3 sont des isomères? En gros, c'est est-ce que vous savez compter? Donc là, on a 2, 3, 4, on a 5 carbones. On a 5, 6, 7, 8, 9, on a 10 hydrogènes et 2 oxygènes. Voilà, ça, c'est la formule brute de 1. Formule brute de 3. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Oui, elles sont isomères. Hydrogène, 5, 8, 9, 10. Et oxygène, il y en a 2. Donc oui, molécules qui ont la même formule brute. Donc, ce sont bien des isomères. Donc franchement, vous avez vu, les 2 premiers items, c'est du programme de seconde. Il faut juste savoir compter le nombre d'atomes. Alors après, là, on est sur le programme de PACES. On va vous demander les configurations, donc R ou S, de chacun de ces carbones-là. Alors, pour la première molécule, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va chercher l'ordre de priorité. Dans ces 4 groupements, quel est celui qui sera numéro 1? COOH. COH. Ouais. En 2? T2H5. Ouais. En 3? CH3. Et en 4, c'est l'hydrogène. OK. Bah, celui-là, on va le faire pour toutes les molécules, au moins c'est fait. Dans la 2, le groupement qui est prioritaire, c'est lequel? Le brome. Ouais. Ensuite, CHO. ensuite, C2H5. et en 4, hydrogène. OK. Le dernier? CHO? Non. Non, c'est OH. Ouais. CHO. C2. Et en 4, c'est CH3. Ouais. C'est quoi déjà Knof et... Efclebris, voyons. Ok. Knof, Efclebris. Genre, ça paraît évident. Bah oui, Knof, Efclebris, ça sonne bien, quoi. Grave. Monsieur, juste une question. Oui. Pourquoi déjà c'est CHO en deuxième et pas en premier? Parce que tu compares le premier atome, carbone et oxygène. Ah oui. D'accord? Ok. Justement, l'erreur, ce n'est pas la grosseur. D'accord? C'est le numéro atomique du premier atome. Ok. Merci. Ouais. Alors, on va commencer par la dernière, c'est la plus simple. Pourquoi la dernière, c'est la plus simple? Parce que le numéro 4, il est où? Derrière. Il est derrière. Donc, quand il est derrière, on fait 1, 2, 3, et on s'en fout du 4. Donc là, je tourne dans le sens des R. aiguilles d'une montre. Donc lui, il est bien R. Donc, ça, c'est vrai. OK? Alors ici, pour la première molécule, le numéro 4, il est ici. Donc, comment est-ce qu'il faut regarder, on a dit? Avec le 4 en arrière. Voilà, il faut regarder comme ça. Bim. Donc, mettez-vous comme ça, tac, et vous tournez 1, 2,
3. Yeah. Vous arrivez ou pas? Donc ça, si je le projette, avec le 4 qui est derrière, on a le 1 qui est ici, le 2 en haut et le 3 à droite. Donc on tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc la 1, elle n'est pas S, elle est R. Ok. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, le dernier. Vous avez vu où est le numéro 4? Il est vers l'avant. Devant. Ouais. Alors, Donc, comment on va faire? on le retourne. Ouais. En fait, il y a encore plus simple. Donc, petite astuce, et ça reste entre nous. Quand le numéro 4 est vers l'avant, on regarde dans quel sens on tourne pour faire 1, 2, 3. C'est dans le sens inverse. Exactement. 1, 2, 3. Donc là, actuellement, je tourne dans le sens d'une montre. Mais comme il est vers l'avant, c'est l'inverse. Donc, c'est bien S. Okay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon tout ça? Oui. Oui? Quelqu'un avait une question? Non. Non? Dans ce que je vous propose, pour voir si c'est compris, un petit dernier pour la route. 2017. Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et on corrige. Non. On corrige? Bon, au moins A et B. Oui. Oui. Alors, est-ce que les molécules 1 et 2 sont énantiomères? Non. Non. On rêve. Alors, regardez, pour être énantiomère, il faut que ce soit des stéréoisomères. Pour être stéréoisomère, il faut être isomère. Donc, il faut la même formule brute. Vous voyez? Là, je suis en C5H10O2 pour celle-là, et là, C5H10O. Elles n'ont pas la même formule brute. Donc, c'est impossible qu'elles soient énantiomères. Est-ce que 2 et 3 sont des isomères? Pareil. 4 Oui. carbone. Non. Ah 5 non, il y carbone. a 5 carbones, donc non. Non plus. Voilà, il fallait juste compter les nombres de carbone, ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est fini. OK? Ensuite,
Ben là, il faut trouver donc ROS pour chacun des carbones. Donc, si vous voulez, on fait comme tout à l'heure, on va numéroter tous les groupements. Dans cette molécule, en 1, ah ben c'est la même qu'ici en plus. Vous avez vu qu'en 2018 et en 2017, c'était la même. Donc, ça fait 1, 2, 3, Ouais, ça, c'est 4. Alors ici, quel est le groupement qui sera prioritaire? PH. Ouais. En 2, C'est deux. C'est 2H5. 2H5. En 3, 8. Et en 4, On 3. va faire. Et le dernier, en 1, c'est OH. OH. en 2 2H5 et CH3. et en 4. OK. Bon, on voit que la numérotation des 4 groupements prioritaires, ça passe. Maintenant, est-ce que c'est R ou S? Donc pour celle-là, ben, c'est la même qu'ici. Donc on regarde comme ça, et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est bien R. C'était la même, hein, donc on avait déjà fait celle-là. Pour celle-là, donc pareil, hein, il faut encore mettre l'œil au même endroit et on regarde. C'est en le R. carbone. Voilà. Alors, on tourne 1, 2, 3. Donc on tourne dans le sens Les aiguilles d'une montre. des aiguilles d'une montre. R. Donc il est bien R aussi. Et le dernier, Il est S. où est-ce que je le mets l'œil? Là. Bas. En bas. Et je regarde comme ça, du carbone vers l'hydrogène. Et je projette. Donc si je regarde comme ça, j'ai le OH ici, le CH3 et le C2H5. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais moi? Là, j'ai C2H5 et là, j'ai CH3. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc, ça me fait 1, 2, 3. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est R aussi. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Et ouais. J'ai dépassé un petit peu là. Je ne sais pas si Dan il est quelque part ou pas. Il est parti, je crois. Ah. Vous êtes censé avoir un truc après moi ou pas? Non. Non. Donc c'est pas grave. Non, parce qu'il m'a dit de faire 1h30. On peut continuer, hein, nous on est dispo. Enfin, moi je parle pour moi. On peut en faire un petit dernier si vous voulez. Et après, on arrêtera après celui-là. Ok.
C'est bon, vous avez fini? Oui? Allez. Oui. Alors, molécules 1 et 2, est-ce qu'elles sont isomères? Oui. Non. En gros, est-ce qu'elles ont la même formule brute? Donc là, il y a un brome, il y a un brome, il y a 2 oxygènes, il y a Non. 2 oxygènes. On a Il y 1, a- 2, 3, 4 carbones. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4. Et hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6. C'est 4H7O2 Rome. Donc c'est bon. Elles ont exactement la même formule brute. Ouais. Ouais. Oui. Alors, est-ce que 1 et 2 sont des énantiomères? Non. Non. Pas du tout. Pour être énantiomère, il faut être image dans un miroir. Sachant que là, j'ai COOH et que là, je ne l'ai pas, ça va être compliqué d'être image dans un miroir. Donc, pas du tout. Et après, ben, comme d'hab, il faut trouver donc, les configurations. Donc, on va numéroter. Là-dedans, le groupement prioritaire, c'est... BR. Ouais. Ensuite, CH2CH. OH. non, c'est lui. Ah, pourquoi? Parce que le CHO, rappelez-vous, c'est l'aldéhyde. Donc, si vous comparez CH2OH avec CHO, qui est en fait donc l'aldéhyde, il y a une liaison double. Et la liaison double l'emporte sur la liaison simple. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est la 4e règle. Les liaisons multiples l'emportent sur les liaisons simples. Donc, c'est CHO, donc l'aldéhyde qui sera prioritaire, devant CH2OH, et en 4, c'est CH3. Donc, on va le faire tout de suite, celui-là. Le petit œil, on le met ici, encore une fois, et on regarde avec lui derrière. Et donc, ça me fait le brome ici, le CHO ici, et CH2OH. Donc, on tourne dans le sens inverse. Donc, c'est pas R, c'est S. Ouais. Le suivant en orange. En C'est petit vrai. 1, lequel est le petit 1? BR. Ouais. En 2. C'est OH. Et OH. En 3, C'est 2H5. OH. Et en 4, ça tombe bien, il est derrière. Donc, je tourne 1, 2, 3 dans le sens inverse. Vrai. Donc, c'est Vrai bien. S. Et le petit dernier, en 1, HO. ouais, OH. En 2, C'est 2H5. ouais. CH3. Ouais. Et en fait, je viens de voir que ça, c'est la même chose. Donc, on regarde encore une fois comme ça. Et donc, c'est bien R. Ok. C'est le même que lui. Hein. Donc, il ne s'emmerde pas. Hein. Chaque année, c'est à peu près la même chose qu'il fait. Ça va? Donc, vous avez vu un petit peu Le le... c'est pas S, là? Ouais, c'est S, non? S, celui-là. On avait dit OH ici, C2H5, CH3. Je tourne dans ce sens-là. Non, c'est R. On n'avait pas dit R aussi en dessous? Oui, on avait dit R. Voilà, donc vous voyez un petit peu, donc ça fait 3 ans que ce qui tombe, c'est quasiment la même chose. Et donc là où vous devez vraiment vous entraîner, c'est sur les carbones asymétriques, hein, R ou S. Parce que trouver s'ils sont isomères, il faut juste compter pour avoir la formule brute. Ce n'est pas non plus très compliqué. Maintenant, voilà, c'est de trouver si c'est R ou S. Et ça, il faut manipuler. Donc là, on en a fait 3, 6, on a fait peut-être une dizaine ou une quinzaine de molécules. C'est pas assez. Pour maîtriser, quand vous en aurez fait une cinquantaine, là oui, vous aurez une vraie maîtrise. Et là, vous serez bon. C'est bon pour tout le monde? Oui. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, un bon confinement. Merci. Vous aussi. Et je vous aurais bien dit de bonnes révisions pour le bac, mais plus. Donc, Au revoir. mettez-vous à fond dans la médecine. Hein. Il n'y a plus que ça maintenant. OK?
Allez, Et bon du dimanche. coup, Oui. vous voulez qu'on vous donne notre adresse mail pour la vidéo? Ah, ouais. 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 Ouais, alors, attends, comment on fait? Faut que...